Bonjour Olivier Soulier, Bonjour, vous êtes là Diane. pour le colloque organisé par vous-même et Ariane Biran. Oui. Donc merci encore d'être là une nouvelle fois. On vous connaît essentiellement par le CSI, bon maintenant on vous entend sur d'autres choses, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Conseil scientifique indépendant pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le Conseil scientifique indépendant, c'est une idée qui est venue en janvier 2021 dans une réunion de la CSL. Et c'est au départ une plaisanterie que j'ai fait en disant, pour se moquer du Conseil scientifique officiel, et en disant on devrait faire quelque chose, ils sont complètement pas indépendants, donc on devrait faire quelque chose d'indépendant. Donc j'ai fait la plaisanterie, tout le monde a trouvé que c'était super. Et donc, qu'est-ce qui est d'accord? Donc, on a tous, ils ont voté, puis on a fondé le CSI, et j'ai mis ça en route avec Christian Perron, et après ça, d'autres m'ont rejoint. Ça, c'est le début d'une aventure, et surtout, ça, c'est pour la petite anecdote. Après ça, c'était toute une équipe qui a travaillé, y compris ceux qu'on n'a jamais vus, c'est-à-dire ceux qui faisaient la technique et la programmation. Pour ma part, j'ai surtout un rôle de présentation, puisque j'étais là presque la totalité des émissions du CSI. Et surtout, je pense que c'est important avec le CSI, c'est que ça a été vraiment le phare dans la nuit. Les gens disaient c'est Radio Londres. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y avait le CSI qui donnait des informations scientifiques et qui permettait aux gens qui étaient perdus de revenir à quelque chose d'un peu plus objectif. Et le CSI avait, au moins dans sa forme initiale, la caractéristique d'amener aussi... Un aspect critique. Oui, il y avait dans le CSI initialement un aspect critique, c'est-à-dire que les commentateurs qui étaient là, comme Jean-Dominique ou moi ou d'autres, on faisait non seulement on interrogeait le scientifique, le statisticien ou qui était là, sur des données très objectives, mais en plus on proposait un recul, un esprit critique, un véritable travail journalistique sur la réalité. Et ce qui permettait, et tous les retours qu'on avait, c'était que justement la réunion de cet aspect technique scientifique et de cet aspect de recul était la chose fondamentale du CSI, et c'est ça qui fait que les gens ont énormément apprécié le CSI, ont été là, et les gens nous disaient, ou quand on les croisait dans la rue, ils nous disaient le rôle fondamental qu'avait le CSI dans la possibilité pour eux de prendre du recul. Voilà. Oui, c'était se raccrocher aussi à des gens qui étaient techniciens, qui savaient de quoi ils parlaient sur un domaine, et c'est vrai que c'était très très rassurant. Et d'autres aussi qui s'autorisaient à critiquer, à pratiquer avoir un esprit critique. Hein. Oui. Critique négative, positive de la situation. Et lui, il ose décrypter l'information d'une façon différente. Oui, en émettant des doutes aussi, hein. C'était pas forcément quelque chose de très... Voilà, comme on l'a fait avec Jean-Dominique ou avec moi. Ouais. Oui, effectivement, on relativisait. Voilà. Et d'ailleurs, on voyait bien avec le temps et avec les années, on voyait bien comment c'était un peu toujours la même chose qui revenait, comment c'était du faux, qu'on faisait passer pour du vrai. Voilà. Mais c'était que le début, je pense, d'un processus qui est en train de s'amplifier maintenant. Et en même temps, quand je dis que c'était que le début, moi, en tant que médecin homéopathe, j'ai pas du tout été surpris de cette crise. Je l'attendais depuis longtemps, parce qu'on voyait l'étau se resserrer depuis 40 ans sur toutes les médecines qui n'étaient pas strictement Big Pharma, sur toutes celles qui pouvaient enlever du chiffre d'affaires à l'industrie pharmaceutique, dans le sens où on soignait les gens. Le grand tort de l'homéopathie, une étude qui a été faite, l'homéopathie soignait 30% de la population avec 3% des dépenses de santé. Et ça, c'était ce que j'appelle un crime de lèse Big Pharma, et c'était pas possible, ça, il fallait pas, ça ne pouvait pas durer. Donc, moi, j'ai pas du tout été surpris de voir arriver cette crise. Il y avait un certain nombre de gens très importants et très profonds dans la médecine alternative qui avaient été attaqués ces dernières années, et ça se resserrait de plus en plus finalement. Quand c'est arrivé, j'ai pas hésité à dire tout de suite, ça y est, ça fait un moment qu'on l'attend, voilà, la grande offensive de l'industrie pharmaceutique est là. Et maintenant, d'une façon générale, la grande offensive de la mondialisation des mondialistes qui ont pris le pouvoir. Alors si on peut prendre un peu de recul et avoir une attitude plus géopolitique, eh bien, on a depuis un siècle ou deux l'ensemble des groupements privés qui se sont débrouillés pour aspirer l'argent public
par tous des systèmes, et particulièrement par la finance, et puis par les processus d'évasion fiscale, pour assécher les États en revenus, faire un système de pompe aspirante pour que tout l'argent arrive dans des fonds privés, et puis avoir des États qui ne soient plus capables de gérer. Du coup, on prête de l'argent aux États qui deviennent endettés. Donc, le voleur vole l'État, puis le voleur prête de l'argent à l'État, et le voleur devient le maître de l'État. Voilà ce qui s'est passé depuis 2 siècles. Et on connaît bien tous les groupes. Je dirais que ça a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Et ça a augmenté, c'est monté en puissance. L'arrivée de Rockefeller à la fin du 19e a été un élément très important. Et puis après ça, les autres fondations Ford, et puis maintenant Gates, et puis tous les groupements financiers, les fonds d'investissement, les BlackRock, Vanguard, etc. Street Estate, sont tous ces groupes-là qui maintenant sont les gens qui possèdent le monde et qui, je dirais que pendant longtemps, ils ont agi en sous-main par derrière, en traficotant les élections, en demandant à la CIA de faire des révolutions colorées pour renverser les gens qui ne leur correspondaient pas, en s'alliant de service secret à service secret, ce qui fait qu'il y avait ce qu'on appelait l'État profond, c'est-à-dire il y avait les gouvernements, et puis il y avait tous ces gens-là au fond qui au fond tiraient les ficelles. Et je dirais qu'ils ont commencé à s'allier. Effectivement, la mise en place du Davos, la mise en place du Bilderberg, etc. ont été, c'était les faces cachées. Et l'OMS, comme l'ONU, ont été mis en place par Rockefeller. C'est eux, les grands financeurs de Rockefeller. Mais il ne faut pas oublier que Rockefeller était aussi le grand financeur, le grand amateur d'Adolf Hitler. Donc il y a quand même, finalement, quand Heinz Mitterrand dit que les nazis ont perdu la guerre, ont perdu l'Allemagne, mais ils ont gagné la guerre, on voit bien qu'aujourd'hui, ils reviennent au pouvoir massivement un peu partout dans le monde, chose que personne ne veut croire. Et d'ailleurs, quand l'accusation et la comparaison entre le nazisme passé et ce qui se passe aujourd'hui, cette comparaison qui devient une évidence, quand elle est extrêmement contestée, c'est parce que justement, c'est la vérité. C'est véritablement ça qui est en train de se passer. Et c'est ça qui est la chose importante. Donc, je dirais que ces gens-là ont agi par des fondations au départ. L'ONU, l'OMS, etc. ont été des structures qui ont été mises en place comme ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce qui a changé ces 10 dernières années, c'est qu'ils ont arrêté de vouloir simplement avoir le pouvoir en sous-main, en manipulant les élections, en traficotant, en finançant, etc., en backstage. Et maintenant, c'est terminé. Ils veulent avoir le pouvoir ouvertement par devant. Donc le grand changement, c'est ça. Ils ont le pouvoir par la presse, mais ils ne veulent plus gouverner en sous-main. Ils veulent gouverner et Davos se vante de dire qu'il a mis des young leaders partout et que ces gens-là leur obéissent et que ce sont des gens qui n'obéissent plus au gouvernement. Donc, ces structures-là, et on est vraiment dans cette histoire-là, et on voit toute leur politique qui se met en place, avec effectivement la crise Covid, mais qui était une chose mineure, mais surtout l'endettement qu'elle a permis, la destruction des structures des États, et puis tout ce qui les arrange derrière, c'est-à-dire l'utilisation du changement climatique qui n'est pas carboné, mais qui a d'autres origines, pour pomper les gens au niveau du carbone et les contrôler de façon générale. Et puis la cerise sur le gâteau pour eux et le drame pour nous, c'est l'utilisation des enfants et la volonté de prendre l'énergie des enfants en volant leur sexualité. Et ça, c'est l'élément. Donc l'ensemble se met en place, là, le contrôle, le totalitarisme. Et c'est tout un système qui devient aujourd'hui visible. C'est tout ce qui change. Mais en fait. Qu'est-ce qui a fait à l'origine que vous le voyez par rapport à des tas de gens qui ne l'ont pas vu? Est-ce qu'il y a vous avez eu affaire à des pervers narcissiques ou vous avez un passé de résistant dans votre famille? Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas tombé là-dedans en fait? Qu'est-ce qui a fait? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai qu'en tant qu'homéopathe, j'ai eu l'occasion de... Quand j'ai commencé mes études de médecine, j'ai été assez déçu par le contenu et j'ai cherché un petit peu partout. J'ai trouvé l'homéopathie et l'acupuncture qui m'ont vraiment satisfait et qui m'ont permis d'avoir les éléments. Puis après ça, j'ai beaucoup travaillé à titre personnel sur la symbolique des maladies en rencontrant des gens assez extraordinaires, dont Annick de Souzenel, dont on a fêté les 100 ans il n'y a pas longtemps. Mais je pense que c'était dans mes gènes d'être comme ça. Et c'est vrai que pour parler clairement, le frère de mon père est mort en déportation. C'était un héros de la résistance. C'était un des responsables de la résistance dans le Nord, un des premiers. Il a commencé à 16 ans et il est mort à 20 ans et 2 mois après avoir un nombre de faits de résistance de très très haut niveau.
Et effectivement, j'ai entendu ça toute mon enfance. Mes oncles, mon père et mes oncles qui racontaient les histoires de résistance, etc. C'était logique, même du côté de ma mère aussi. Mon grand-père était résistant. Donc, il y a eu une habitude, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est net. Il y a une habitude de ne pas croire sur parole. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la petite graine qui fait qu'on ne croit pas. Et en fait, le fait que vous voyez ça arriver depuis des années, est-ce que vous avez vu en parallèle de la résistance s'installer, même en backstage, aussi depuis des années, ou là, plus spécifiquement, ces dernières années, ou pas? Comment vous voyez ça, puisque vous le voyez arriver depuis des années? Qu'est-ce que vous gardez un espoir? Vous vous dites qu'il faut en passer par là pour arriver? Ou quel est votre ressenti là-dessus? Oui, alors il y a toujours eu dans les médecines alternatives, dans les homéopathes, d'une résistance. La Ligue pour la liberté de la vaccination est une vénérable institution qui est très bien revigorée par Jean-Pierre Redier et qui défend la liberté, parce que ça a été une des premières armes, non pas que je sois anti-vax, mais que c'était une arme pour essayer une arme de lutte. En quelque sorte, c'est au-delà du principe de la vaccination, c'est un groupement de résistance. Et il y a eu beaucoup de résistance. Mais ça restait quand même très marginal, parce que beaucoup disaient oui, c'est un choix, une manière de se soigner, etc. Là, aujourd'hui, ça prend une ampleur différente. Et effectivement, moi, je trouve très intéressant de voir que cette crise a fait se révéler énormément de gens. Il y a des gens qu'on pensait courageux, ou qu'on pensait lucides, et qui se sont retrouvés d'une moutonisation qui m'a impressionné. J'ai des amis, j'ai un de mes amis qui avait une lucidité sur énormément de choses et qui, du jour au lendemain, a foncé tête baissée dans les obligations, sans même aucun esprit critique. Et à côté de ça, on a vu des gens qu'on pensait relativement conventionnels, classiques, et se lever et dire voilà, je ne céderai pas. Et on a vu arriver une vertu fondamentale aujourd'hui qui s'appelle le courage. Voilà. Et dans la résistance, il y a le courage. Et il y a aussi dans la résistance tout un pan qui dit mais il faut être gentil, il faut être ci, il faut être ça, on va créer à côté. Et c'est aussi dangereux que les moutons. Parce que je ne pense pas qu'ils nous laisseront planter nos choux à côté. Oui, c'est ça alors. Ça, c'est une illusion. Alors, la notion de la non-violence qui sont prônée par certains est une illusion dangereuse. Martin Luther King disait ma non-violence n'a de la valeur que parce que les Blancs voient le noir derrière moi, la main levée avec la bombe prête à l'annoncer. Donc on préfère négocier avec toi parce que l'autre il va nous exploser. Mais je pense qu'il y a toute une tendance dans certains membres de la résistance qui n'est plus un résistance, qui est un échappement, et qui me semble pas une bonne chose. En fait, on aurait pu se dire, ok, effectivement, il y a eu cette crise Covid, maintenant il va falloir s'organiser pour créer autre chose parce que ce monde-là est foutu. Mais on voit bien que c'est pas possible. L'attaque qui est faite sur les enfants montre bien qu'ils ne lâcheront pas et qu'ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à la destruction totale. Donc il faut arrêter d'être rempli d'illusions, même si ça plaît à beaucoup de monde, et il faut véritablement avoir conscience du très très grand danger quand on voit la rapidité avec laquelle ils ont été capables de mettre en place tous les processus climatiques, alors qu'on sait maintenant que les gens du GIEC sont des gens qui sont orientés et que tous les gens dans le GIEC qui n'étaient pas d'accord avec le principe du carbone ont tous été éliminés un par un, et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Mais regardez, quand vous dites je ne suis pas d'accord avec le principe du réchauffement climatique, regardez même encore maintenant, il y a une levée de boucliers. Des gens proches me disent mais comment tu peux dire des choses pareilles, toi qui as l'esprit critique? Ben oui, justement, c'est parce que j'ai l'esprit critique. J'ai cru au principe du carbone il y a 10 ans, j'y croyais. Et quand j'organisais le congrès Soigner l'homme, sauver la terre en 2018, j'y croyais encore. Et puis j'ai vu des choses qui étaient tellement l'optimum médiéval ou l'optimum à l'époque du Christ. Voilà. Et la température qui augmente sur Mars, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même pas la consommation de pétrole sur Mars qui est responsable de l'augmentation de la température sur Mars. Vous voyez ? Et ça, et donc ils mettent en place ça à une très très grande vitesse. La numérisation, la 5G pendant les confinements à une très très grande vitesse.
Et puis l'attaque sur les enfants, le wokisme qui est là. On est passé, je crois, aux États-Unis de 3 cliniques de transsexuels à 260 ou quelque chose comme ça. Ce sont des chiffres approximatifs, mais ça prend des aspects absolument monstrueux, avec une rapidité comme si il y avait un agenda et McKinsey disait bon, allez, ok, le wok, on y va, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ouais. Et mais il y a un agenda en fait. Manu, etc. Et effectivement, mais on les voit, hein, on pourrait, moi je peux vous dire, la réunion d'hier, ils ont dit ça, parce que oui, ça démarre aujourd'hui. Et donc ils vont à une très très grande vitesse. Et ce congrès aujourd'hui, cette réunion aujourd'hui, sur le droit sexuel des enfants, quand on entend que l'OMS dit qu'il y aura un adulte qui va initier un enfant de 0 à 4 ans à sa sexualité, ça veut dire en gros, on veut que tous les enfants aient un pédophile à côté d'eux, quoi. Donc c'est l'institutionnalisation de la pédophilie. Et c'est vrai que là, c'est là qu'on se souvient, c'est là qu'il faut revoir l'histoire, et qu'on se souvient que l'OMS a été créé avec des fonds de Rockefeller, et que Rockefeller a financé Hitler, et qu'Hitler était pour la pédophilie, était pour le transhumanisme, etc. Donc on voit, donc aujourd'hui, aller dire qu'il y a une parenté évidente, une filiation évidente entre Rockefeller, le nazisme et la pédophilie, et l'OMS. Donc en fait, envisager un nouveau monde, c'est bien, mais il faut absolument éliminer le danger, en fait. Hein. Oui, alors je pense qu'il faut combattre ce danger, en fait. Envisager un nouveau monde, c'est béni oui dangereux. Je pense que c'est un béni oui dangereux. On peut essayer de s'organiser, mais il faut combattre le danger, quoi, voilà, c'est exactement. ça. Bon, qu'on puisse garder des parties de tranquillité où on puisse s'organiser, oui. Mais là, on avance, le rouleau compresseur est en train d'avancer, et nous, on est en train de bêcher notre champ pour planter nos carottes. Alors que le rouleau compresseur va nous passer dessus. On voit bien la puissance de ce rouleau compresseur. Justement, cette histoire des droits sexuels, l'histoire du carbone est impressionnante. La vitesse à laquelle ils vont. Hein, et la crise Covid, on en est sorti l'été dernier. Et là, on est déjà dans 2 nouvelles crises. Alors, et je vais en rajouter une, hein, puisqu'on en parle, l'eau. Alors, j'ai adoré Libération. Alors, Libération qui a été un journal quand même qui est capable de l'ouvrir. Hein. Alors là, il y a ils disent que c'est la sécheresse dans les Pyrénées, mais il y a des pluies épouvantables dans les Pyrénées. Ils disent pourquoi les pluies dans les Pyrénées ne sont pas contradictoires à ce qu'ils disent. Ça va? La météo, il pleut tous les jours depuis 3 semaines et les nappes phréatiques restent sèches. Les nappes phréatiques restent sèches. Bah oui, c'est normal puisque Macron, il vend l'eau à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Alors, on consomme 5 milliards de mètres cubes par an, mais ils vont en vendre 4 milliards à l'Arabie Saoudite. Tout ça pour que l'agenda mondial, pour que ses copains touchent de l'argent, pour que ci, pour que ça. Et là, par contre, c'est dramatique parce que l'eau qui s'évapore à un endroit, en général, elle ne retombe pas très loin. On dit que là, elle va aller ailleurs. Donc là, on est en train de créer un réel dérèglement climatique. Mais l'histoire de l'eau, non, il n'y a pas de manque d'eau. Le problème de l'eau, c'est qu'il y a une mauvaise répartition de l'eau sur la planète. Mais ça a toujours été comme ça. À moins de se prendre pour Dieu, on ne changera pas ça. Et même si on se prend pour Dieu, on n'est pas Dieu. Non. On n'est pas Dieu, voilà. Mais il y en a qui se prennent un peu pour Dieu, oui. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces citoyens qui entendent tout ça, qui commencent à connaître un peu comment on peut agir, vous pensez, au niveau personnel, en fait? Qu'est-ce que si vous pouviez donner 2-3 conseils de petites actions utiles et efficaces? D'abord, ouvrez vos yeux. Sélectionnez des médias comme le vôtre, comme Kairos, comme François, comme d'autres. L'ancien, le libre penseur. Voilà, exactement, Unité citoyenne, Place d'Armes, etc. Il y a énormément de médias et on a vraiment aujourd'hui une émergence de très nombreux médias, que ce soit au niveau Covid, au niveau politique général ou au niveau géopolitique aussi. On a des médias absolument passionnants au niveau géopolitique. Hein. Stratégica, par exemple, est un média très très intéressant. Et il y a des médias qui sont des médias de compilation, comme le Mouton Ragé, par exemple. Ils font une excellente compilation d'informations. Trotta ou le média Enquête 4.2, ce sont des médias qui font des articles et en plus font des compilations. Donc quand vous vous abonnez à ce type de chaîne, eh bien, vous avez des informations très très intéressantes. Et ça, c'est la première chose. Donc, écoutez ça, regardez ça. Il y a aussi Patrice Giberti. Un blog, hein, c'est ça? Oui, Patrice Giberti, c'est un homme remarquable, qui est un ancien professeur d'histoire-géographie,
qui est aussi climatologue de formation, et qui donne une quantité d'informations extraordinaires tous les jours. C'est impressionnant le travail que fait cet homme, qui est tout à fait remarquable. Et là, vous avez, en particulier au niveau climatologie, c'est un de ceux qui donne le plus d'informations, le plus précises, avec des études, des compilations. Donc le premier, informez-vous. Deuxièmement, parlez autour de vous. Discutez avec vos voisins. Proposez-leur ce type d'informations. Demandez-leur de le lire et de revenir parler avec vous après. Troisième chose, attention, ne vous faites pas berner à des béni-oui qui vont dire tout va aller bien, il n'y a pas de problème, on va les laisser faire, et puis voilà. C'est extrêmement dangereux de faire ce genre de choses-là, même si c'est important qu'il faut garder et développer sa vision interne du monde, on est vis-à-vis d'une situation d'agression des mondialistes qui ont décidé de mettre la population au coupe réglé. Bon, et puis, autre chose très importante, protégez vos enfants. Protégez-vous et protégez vos enfants, parce que je pense que les choses vont être difficiles. Et organisez-vous pour être capable de vous protéger. Ça, je pense que c'est important. Et je le dis clairement. Oui, il y a beaucoup de pression dans les écoles, menaces des parents de leur enlever leurs enfants, donc c'est très compliqué hein, par moment. Oui, on se demande dans quelle mesure on ne va pas avoir des émigrations, les gens ne vont pas être obligés de quitter la France pour aller vers d'autres pays. Beaucoup partent en Russie, hein. Apparemment il y a beaucoup de demandes en Russie. Oui, parce que effectivement, mais l'ogre Poutine qui avait 45 cancers et qui devait mourir, et tout ça, vous voyez, c'est un peu délirant. Et certes, c'est probablement un despote éclairé. C'est probablement un despote, mais un despote éclairé. Et donc, voilà, on est dans... Mais on voit là, à travers ça, que, en fait, l'Occident, entre guillemets, c'est-à-dire Amérique du Nord, et encore pas Mexique, hein, donc Canada, États-Unis, et l'Europe, dans le sens de l'Union européenne, et si vous rajoutez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et le Japon est un peu à distance, n'a pas suivi complètement. C'est quoi? C'est 1 milliard, 1,5 milliard d'ahabitants sur les 8 milliards. Les autres ne suivent pas. 80% de la population ne suivent pas. Et je pense que c'est ce groupement du nouvel ordre mondial qui regroupe 1 milliard, 1,5 milliard d'habitants, eh bien, n'est pas suivi par le reste de la population de la planète, et qui est en train, avec les BRICS, de se révolter. Et donc, quelque sorte, on va être sauvé par le reste du monde. En fait, la charge de la cavalerie légère, ça va plus être les États-Unis, ça va être le BRICS, qui va venir, et malheureusement, l'Europe, la belle et grande Europe, va s'effondrer. Et quand on voit De Gaulle doit se retourner dans sa tombe, De Gaulle, il avait bien compris quand il était sorti de l'OTAN, quand il voulait pas de l'Union européenne, et quand il disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et d'ailleurs, la grande inquiétude des Américains, ça aurait été une alliance de l'Europe avec la Russie. Et cette guerre, elle est d'abord et avant tout faite pour essayer de générer une haine entre l'Europe et la Russie. Elle est faite pour ça, pour effondrer l'Europe et pour éviter qu'il y ait... Donc on déclenche une guerre pour que la haine monte. Mais il ne faut pas laisser monter la haine. Il n'y a aucune raison. Hein? Et Trump, et Dieu sait que j'ai eu beaucoup de recul par rapport à Trump, quand on l'a interviewé il n'y a pas longtemps, il a dit, moi si j'étais président, la guerre s'arrêtait entre 48 heures. Il dit, vous laisserez gagner la Russie. Et il répond, j'arrêterai que les gens meurent pour rien. Voilà. Les gens sont en train de mourir pour rien, pour la gloire d'un certain nombre de gens qui ont des intérêts financiers. C'est pour les intérêts économiques. Et il n'y a aucune... Les peuples en eux-mêmes... Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Le malheur du monde ne tient pas au peuple, aux races ou aux religions, mais uniquement à l'insatiable appétit des puissants. Oui. Les humbles veillent. » Et je veux dire à tous, vous êtes tous des humbles, on est tous des humbles. Veillons, soyons conscients de ça. Soyons conscients aussi, ne rentrons pas dans ces manipulations politiques de l'Europe. Dans toute leur magouille politique, ayons du recul, essayez de ne pas être des gens manipulables. Essayez d'être des gens lucides à qui on ne pourra pas raconter n'importe quoi, déjà à qui on ne le fera pas, quoi. Dites-vous, à moi on me le fera pas. Oui, toujours remettre en question ce qu'on nous dit pour savoir si ça tient la route. Parce qu'on peut s'en sortir avec du bon sens. On voit avec les statistiques, oui, voilà. Et des choses, des chiffres où là, même si on n'y connaît rien, c'est pas notre domaine, on peut voir quand même que ça tient pas la route. Oui, et puis maintenant, c'est pas compliqué. Le monde l'a dit, donc c'est faux, quoi. C'est un peu ridicule, mais ça, si le monde dit quelque chose, vous êtes à peu près certain que c'est faux. Si vous l'avez entendu sur les grands médias à la télévision, c'est faux. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, il y avait un agent de la CIA qui avait dit le jour où
la totalité de ce que les gens croiront sera faux, eh bien nous aurons atteint notre objectif. Et donc on voit ce processus-là. Et vous, en tant que journaliste, moi, en tant que citoyen, eh bien, on dit non, ça ne se produira pas. Parce que je vous le dis à vous, soyez comme ça et soyez courageux, ayez le courage de dire les choses. Et je voudrais dire une dernière chose sur les suspendus, parce que moi aussi je suis suspendu. Et on disait, mais qu'est-ce qui va arriver aux suspendus? Comment ça va être pour qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et moi j'ai envie de leur dire aussi, à l'époque, quand on a décidé de créer le SLS pour les défendre, syndicat Liberté Santé. Oui, le syndicat Liberté Santé. J'ai eu l'idée de lancer le syndicat Liberté Santé. Après ça, j'ai laissé se débrouiller, ils font ça magnifiquement bien sans moi, mais j'étais à l'origine du SLS. Et en juin, d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai eu l'idée fin juin, première réunion 27 juin 2021, avant l'obligation vaccinale. Et j'avais eu le nez creux pour ça. Et donc, j'ai accéléré le processus après le 12 juillet. Et j'ai envie de dire aux suspendus, on me demandait quelles sont les structures sur lesquelles on pourra rebâtir, puisque l'OMS, ça va pas, toutes les organisations, l'ARS, je ne vais pas les nommer, on va pas. Mais vous savez très bien toutes ces structures médicales et éthiques qui ont complètement toutes failli. Et bien sur quelle base on va ressortir? On va regrouper sur les suspendus. Sur tous ces gens qui ont refusé de se déculotter. Tous ces gens qui ont dit ça ne passera pas par moi. Et j'ai envie de dire, tous les gens, vous tous qui avez fait ça, j'ai une seule chose à vous dire. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Vous êtes glorieux d'avoir résisté, de ne pas vous être laissé faire. Soyez fiers et c'est sur des gens comme vous qu'on va rebâtir. Et pas en allant bâtir ailleurs. Héroïque, ça, c'est la force. Vous êtes des héros et nous avons besoin de courage. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque des héros. Nous sommes rentrés dans l'époque des héros et nous avons besoin d'attitude héroïque. Et vous êtes le fer de lance de l'attitude héroïque. Voilà. Ok. Écoutez, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci.